Bonjour mes amis, nous sommes le 26, mais joyeux Noël quand même. Alors vous savez, j'ai une offre commerciale à faire dans la suite logique, parfaitement logique de ma dernière vidéo. J'ai une offre à faire. Alors voilà, écoute-moi bien, je vais faire une offre commerciale, mais je suis vraiment perdant dans cette affaire. Hein. Tu gagnes et moi je perds. Alors voilà, tu me vends ta maison, d'accord? Tu me vends ta maison. Je ne te paye pas maintenant, je ne te paye pas. Par contre, je trouvais un hadith qui dit que si tu offrais ta maison à un youtubeur, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu meurs, Dieu va te donner 72 maisons. D'accord? 72 maisons absolument extraordinaires. J'ai la description en détail de ces 72 maisons. Donc franchement, je vous dis mes amis, ne ratez pas cette affaire. Je vais tout à coup devenir le mogul de l'immobilier. Parce que, quand même, cette histoire que je viens de vous proposer, qui est complètement abracadabrante, il y a des gens qui y croient quand même. Il y a des gens qui y croient, qui donnent leur vie pour cela. Il y a des hadiths qui leur disent le calife, l'homme de pouvoir, le président, le despote, ce que vous voulez, a envie d'avoir un coït, pour ainsi dire. Donc ce que vous faites, vous allez mourir, vous allez attaquer d'autres peuples pour lui ramener des caravanes de femmes, puis c'est le djihad. Et puis si vous mourrez en chemin, d'accord ? Dieu, il va vous donner 72 femmes. Voilà. Et il y a des gens qui y croient, jusqu'à maintenant. Okay, c'est que des crétins du Moyen-Âge y croyaient. Moi, je veux bien. À l'époque, ils étaient atteints de maladies horribles qui sont même sorties du dictionnaire médical aujourd'hui. Mais aujourd'hui, des gens croient à cela. Enfin, je n'étais même pas venu pour ça à la base, en fait. J'étais venu pour vous parler de l'islamisation de la France, en réalité. Alors, beaucoup de gens m'écrivent la France islamise et tout ça. Vous savez, je n'ai jamais aimé ce propos-là. Je n'ai jamais aimé ce propos. C'est peut-être mon côté gauchiste. En fait, si la France était en train de s'islamiser, il y aurait en France tous les jours d'ouverture de mosquées chiites, de mosquées soufis, d'ibadites. Vous savez, l'islam a énormément de déclinaisons, effectivement. Ce n'est pas une religion unique. Il y a tellement de déclinaisons qui très souvent, sont tellement distantes qu'ils se regardent les uns les autres comme n'étant même pas musulmans. D'accord ? Juste pour vous dire. Force est de constater qu'en France, il n'y a pas ce brassage, n'est-ce pas, la France qui aime la diversité. Quand il s'agit d'islam, il n'y a pas de diversité. Il n'y a qu'un islam qui a le droit de citer, c'est l'islam estampillé frères musulmans. Alors, il faut savoir que l'association des frères musulmans qui a été créée par Hassan el-Banna en Égypte, c'est quelqu'un qui était très visionnaire, c'est quelqu'un qui a vu que les pays arabes allaient tôt ou tard se séparer des puissances coloniales qui les géraient à l'époque. Et puis il a compris que c'est une question de temps avant qu'il ne puisse imposer un califat sur ces pays-là. Ce que probablement il n'avait pas vu, et ça a dû probablement dépasser complètement ses objectifs les plus fantasmagoriques, c'est que des pays comme la France ou l'Angleterre ou autres allaient tomber dans son escarcelle. Ça, c'était quelque chose, j'arrive pas à croire qu'il avait imaginé ce plan-là. Ça aurait été trop machiavélique pour le bonhomme. Alors, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la France est soumise à ce type d'islam. Un islam sunnite, un islam pro-califat, qui a littéralement phagocyté des pays du Maghreb. Hein. Les ex-colonies françaises sont où aujourd'hui ? Comme l'Algérie, par exemple. Sont littéralement tombés dans l'escarcelle de ces mouvements-là. Pour information, ces mouvements, les frères musulmans, sont considérés comme groupes terroristes et sont interdits en Égypte, là où ils sont nés, sont interdits en Arabie Saoudite, dans les Émirats et dans beaucoup de pays arabes. Parce que ces pays savent exactement le danger subversif que représentent ces organisations-là. En France, non. En France, on est la République, la laïcité, la démocratie, tout ça, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et regardez la direction que votre pays est en train de prendre. Je vous montre un truc. Ça, c'est le logo. Ça, c'est le logo des frères musulmans. Vous avez donc deux épées qui se croisent, n'est-ce pas ? Vous avez le Coran au-dessus. Et vous avez en bas un mot. D'accord ? Un mot qui dit « Wa'a'iddu ». Et préparer. Ça veut dire « et préparer ». Préparer quoi ? N'est-ce pas ? Je vous ai agrandi le mot, juste pour vous le montrer en détail.
Wa'aiddu. C'est un impératif. Et préparer. D'accord? L'impératif du verbe préparer, il vient d'où? Il vient de là. Tu n'as même pas besoin de parler arabe. Regarde. Il vient de là. Je te montre le mot que j'ai agrandi, il vient de là. D'accord? L'agrandissement, c'est le premier mot. C'est celui qui est souligné en rouge ici. D'accord? Je te le montre. Logo des frères musulmans. D'accord? Logo des frères musulmans. Et le mot que j'ai agrandi du verset. Hein. Même si tu ne parles pas arabe, si tu regardes bien, c'est le même dessin. D'accord? Tu peux prendre ça pour un dessin. C'est le même dessin. D'accord? Alors le verset, il dit quoi? C'est le verset de la sourate numéro 8, verset numéro 60, qui dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ. D'accord? Je vous lis la première phrase du verset qui est un peu plus lent. Alors, je vous lis la traduction française qui est ici, hein, la traduction française qui est ici, n'est-ce pas? Qui est souvent édulcorée. Et préparez, voilà, préparez, donc ce que je vous ai dit au départ, contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Dans le verset, ce n'est pas effrayer, c'est terroriser. D'accord? D'ailleurs, le traducteur anglais, le traducteur anglophone, si vous regardez la partie soulignée en rouge au milieu plutôt à droite, on va dire, ou à gauche de votre écran, vous allez voir que you may terrify, d'accord? L'anglais, lui, a traduit plus correctement, d'accord? Turhiboun, irhab. Quand un attentat frappe dans un pays arabe, la presse, les médias parlent de irhab, parlent de terreur, ne parlent pas de peur, parlent de terreur. Donc, ce verset est une incitation claire, donc, à la terreur, et c'est pour ça qu'il est revendiqué très fièrement ici par le groupe des frères musulmans, et c'est pour ça que ce groupe est interdit dans beaucoup de pays arabo-musulmans, mais il n'est pas interdit en France, d'accord? Donc, des associations aujourd'hui se réclament de ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui va, on va dire, qui va faire comme on dit pour le cancer. Le cancer, quand il change de forme, il évolue, et puis il va métastaser. Voilà. Donc il va métastaser d'un pays à l'autre sous différentes appellations. En France, il existe, d'accord? Il existe des groupes qui sont financés et qui travaillent clairement à saper l'état de droit, qui travaillent à saper les fondations de la société française. En aucun pays arabe, on les aurait autorisés à faire cela. En Algérie, on les a autorisés, l'autre pays ne nous appartient plus, c'est fini. Bon, ça, c'est cas fermé. Mais l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tout ça, interdisent ce genre de groupe. La France ne l'interdit pas. Alors, juste pour vous parler d'associatif, parce que très souvent, les gens me disent « Oui, aldostérone, tu montres des problèmes et tu n'apportes pas vraiment de solutions. » Souvent, je vais tenter de vous apporter une ou deux solutions aujourd'hui. Vous savez, le milieu associatif en Occident est un milieu extrêmement dangereux. Pas qu'en Occident seulement, hein, partout. L'associatif, dans beaucoup de pays, vous prenez par exemple, je ne sais pas, vous prenez l'Algérie, hein, à l'époque où on avait encore un pays que nous protégions, l'Algérie, c'était interdit par exemple de créer une association. Si tu voulais appartenir à une association, tu avais un panel d'associations qui avait été créé, géré par les services de l'État, et tu pouvais aller t'inscrire et obtenir des cartes. Mais tu ne pouvais pas créer une association juste comme ça. Parce qu'ils savent, ces pays, le degré de subversion que les associations peuvent avoir. En particulier quand elles deviennent des associations de malfaiteurs, quand elles deviennent des associations qui sont nourries par des fonds qui viennent de l'étranger, des associations qui épousent des idées ou des doctrines extrêmement dangereuses pour le pays. D'accord ? Et ça, tu ne peux pas juste les laisser agir comme ça. Donc, une de mes solutions, déjà, c'est en France, réglementer, légiférer de manière très brutale les associations. Donc, la loi 1901, celle-ci, je pense qu'il va falloir... C'est la loi 1901, les associations ? Ouais, je crois que c'est la loi 1901. Cette loi-là, il va falloir l'abroger et la refondre et faire très gaffe aux associations. Je sais que par exemple en Hongrie, ils sont réveillés à cela. Par exemple, les associations qui sont financées par Soros et autres, hein, ce sont littéralement, c'est des casernes, c'est des armées qui n'ont pas de flingues, mais c'est des armées installées sur ton territoire, hein, et c'est des armées hostiles. D'accord ? Je te donne un exemple. Je vais donner un exemple. Vous savez, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le SPLC. Le SPLC, c'est une association qui surveille l'extrême droite
l'extrême droite. Pour eux, toute personne qui a envie de vivre honorablement, dignement, sans se retrouver un jour à genoux, sans se retrouver un jour esclave dans la terre de ses ancêtres, est un extrême droite. Hein, c'est compris. Donc, c'est une association qui lutte contre la xénophobie, contre l'exclusion et tout. Vous avez très bien compris le genre d'association desquelles je parle. C'est une association extrêmement riche, à tel point qu'une partie de ses fonds sont dans des paradis fiscaux. D'accord ? Donc on ne sait même pas où son empire financier, hein, sa capacité financière est énorme. Sa capacité politique, il me suffit de vous dire qu'à une époque, il travaillait avec le Pentagone et l'FBI, la police fédérale américaine. Juste pour vous dire la puissance du SPLC. Vous avez des associations comme ça en France. Mais la puissance du SPLC dépasse l'entendement. La force de frappe du SPLC, je vais vous dire un truc. Il me suffit de vous donner juste un truc simple. Si, je formule autrement, énormément de banques, de médias sociaux et tout aux États-Unis se réfèrent aux listes du SPLC de manière automatique, de manière mécanique, pour savoir qui est fréquentable et qui ne l'est pas. De sorte que, si une association ou une personne ou autre est listée par la SPLC, automatiquement, pratiquement dans la nuit, ses comptes sociaux sont fermés, son compte PayPal est fermé, ses Visa, Mastercard, tout ça cesse de prendre les paiements, les dons, tout ça pour cette personne ou cette association. Je veux dire, c'est pratiquement, c'est pas du fichier S, c'est du fichier S en puissance 10. Je veux dire, c'est la mort financière et la mort sociale. D'accord ? Il y a un type qu'on appelle Majid Nawaz, qui est un Britannique d'origine pakistanaise. Le gars a fait de la prison début des années 2000 pour son implication dans des groupes terroristes. D'accord ? Donc, c'était quelqu'un qui était actif au sein de groupes terroristes. Il a été emprisonné, je ne sais plus, je crois en Égypte. Donc, le gars sort de prison, et à ce moment-là, il a comme un réveil. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il change complètement de cap. Alors, il reste musulman, pratiquant la totale, quitte pas l'islam, non, mais il quitte la voie de la violence. Et il va faire quoi ? Lui qui était un ancien djihadiste, il crée une association qu'il appelle Kiliam, et cette association, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer à contredire le discours djihadiste. Elle va commencer à travailler pour casser le discours de radicalisation, le discours de djihadisme chez les jeunes en particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Le SPLC les liste comme association xénophobe. Tac, en une nuit, leurs fonds se tarissent, les banques leur ferment les comptes et ils ne peuvent plus lutter contre le djihadisme. Donc, juste pour vous situer, mes amis, ces associations-là, d'accord, sont extrêmement dangereuses. Ces associations sont très claires dans leur tête. Ils préfèrent Daesh à la tête des pays occidentaux que d'avoir des gens qu'ils appellent extrême droite. Enfin, vous savez, tout ce qui est à la droite de Lénine, pour eux, est extrême droite. D'accord ? Donc, ils sont très clairs. Le mec, il n'a pas été mis sur leur liste à l'époque où il prônait les attentats, où il prônait le djihad, où il prônait les tueries, et il voulait même y participer. Il a même fini en prison pour cela. Mais le jour où il a commencé à lutter contre ces doctrines, tout en étant musulman, il a été bloqué. Bien sûr, il les attaquait en justice. Ils ont fini par s'excuser, présenter des excuses publiques, parce que le tribunal les a forcés, hein, c'est pas parce qu'ils étaient gentils. Et puis, ils lui ont payé une somme, je sais plus, c'était plusieurs millions de dollars qu'ils ont dû payer en dédommagement à son association, parce qu'ils ont vraiment brisé l'association qu'il avait créée. D'accord ? Voilà les associations. Donc, je vais vous dire un truc. Le milieu associatif, je pense qu'il faut les rentrer dedans, il faut le détruire. Toute association qui est là pour, je ne sais pas, collecter de l'argent pour les enfants qui ont cancer ou pour des trucs comme ça, je veux dire, d'accord. Mais toute association qui a un but sociétal, toute association qui a un but politique, toute association qui reçoit l'argent de l'étranger, doit être considérée comme un ennemi. Il faut bloquer ça. Ça, c'était le numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident est comment ? L'Occident, si vous voulez, par le biais de ces associations, c'est comme si je vous disais que quelqu'un est malade d'un cancer, et puis il a développé quelque chose de spécial en lui, en son corps, que chaque fois que les cellules immunitaires de son corps viennent s'attaquer aux cellules cancéreuses,
ben, il y a une forme de cellules qui viennent, qu'on appelle les cellules associations, viennent s'entourer, viennent aller autour des cellules cancéreuses pour les protéger et attaquent le système immunitaire pour désactiver le système immunitaire et éviter qu'il ne touche aux cellules cancéreuses qui sont en train de se reproduire. Et en même temps, ce patient va chez le médecin et lui demande des médicaments pour qu'il puisse détruire son système immunitaire. D'accord ? Parce qu'il se dit, voilà, il y a des cellules cancéreuses qui sont en train de me détruire, mais mon système immunitaire, qui est un système qui n'aime pas l'autre, est en train de les détruire. Nous en sommes là, mes amis. Je peux vous dire que les fois où j'ai vérifié, genre par exemple la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux n'allaient pas, enfin les Alliés, n'allaient pas donner de l'essence aux Allemands pour qu'ils se fassent bombarder, n'allaient pas livrer des bombes aux Allemands. Aujourd'hui, les Occidentaux sont littéralement en train de livrer des bombes à ceux qui vont les leur jeter dessus. D'accord ? Un truc assez ahurissant. Okay. Deuxièmement, je vais vous dire un truc. Vous savez, récemment, comment il s'appelle notre président, Macron. Il a voulu toucher à la loi sur la laïcité en France. Alors, je vais vous dire un truc. Vous savez que ces groupes, les frères musulmans, qui sont littéralement les proprios en France aujourd'hui, ils ont un signe de ralliement. Ils lèvent la main vers le ciel. Ils ont les 4 doigts pointés vers le ciel et le 5e doigt, le pouce, plié à l'intérieur de la main. Et ce signe a un sens parce que ce signe, il dit quoi ? Ce signe, il dit interdiction de la démocratie, interdiction de l'arabisme, du panarabisme, interdiction du nationalisme, interdiction de la laïcité. Et puis, ça c'est les quatre doigts levés vers le ciel, ce qu'ils veulent dire. Et le pouce plié à l'intérieur de la main veut dire quoi ? Veut dire oui au califat islamique. Alors, vous regardez dans les pays arabes, vous voyez leur plan avancé. Par exemple, le nationalisme arabe a été détruit. Donc deux doigts de cette main ont été validés. Le nationalisme arabe est mort. Il n'y a plus de nationalisme arabe aujourd'hui. Il n'y a plus ces organisations qui étaient en train à l'époque, qui avaient beaucoup d'influence dans les pays arabes, qui voulaient créer un nouveau nationalisme arabe. Mais pourquoi ils sont contre les frères musulmans ? Ils sont contre le nationalisme parce que le nationalisme va essayer de protéger l'identité d'un État auquel ils s'attaquent. Eux, ils s'attaquent à un État dans le but de le transformer en califat. Qui va répondre à cette attaque en général ? C'est les nationalistes qui vont répondre, c'est les nationaux. D'accord ? Donc, lutter contre le nationalisme est quelque chose de très important pour eux. Il faut que le nationalisme saute. Il faut que dans le cas des pays arabes, ils parlent d'arabisme, il faut que les identités arabes sautent. Parce que c'est très important qu'il n'y ait qu'une identité qui est l'identité islamique telle que lue et donnée par les frères musulmans. Il faut que les identités arabes sautent. Mais dans le cas de l'Occident, il faut que les identités occidentales sautent. D'accord ? Donc ça, c'est deux doigts. Il faut que la démocratie saute. Il faut que la laïcité saute. D'accord ? Et puis, dernier truc, c'est le calife. Parce qu'une fois qu'ils ont un calife, ils peuvent se mettre à genoux devant lui. Comme je vous ai montré le hadith, ces gens-là croient dur comme fer que s'ils ne se mettent pas à genoux devant un homme de pouvoir qui s'appelle calife, ils iront en enfer. Et donc pour eux, c'est une question de vie ou de mort d'installer un califat, d'installer un homme de pouvoir. C'est une obsession qu'ils ont. C'est un pharaonisme, littéralement. Je l'ai illustré très amplement par beaucoup de vidéos. Et en fait, je vous ai montré qu'une fraction des textes qui justifient le pharaonisme islamique. Ça signifie le fait d'être à genoux devant un homme de pouvoir. Et en fait, une des solutions aujourd'hui, je pense, en France, c'est vrai que ça va choquer. Je sais que Macron, je vous ai dit tout à l'heure, Macron voulait changer la loi sur la laïcité. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudra littéralement créer en France un ministère des Affaires religieuses. Attendez, ne paniquez pas, ne fuyez pas, ni rien. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Il faut créer un ministère des Affaires religieuses. Ça signifie ce ministère, ou ministère des Affaires islamiques, comme vous voulez, si vous voulez. Mais c'est vrai que ministère des Affaires religieuses, c'est moins stigmatisant, voilà, il faut le dire. Le truc, c'est que aucune mosquée ne pourra exister en France si elle n'est pas agréée par le ministère des Affaires religieuses. Les gens vont en prison s'ils contreviennent à cela. Aucun discours ne peut être lu par un imam dans n'importe quelle mosquée de France s'il n'est pas écrit, reçu par fax ou par email ou tout autre moyen depuis le ministère des Affaires religieuses.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est ultra islamophobe. Non, c'est pas ultra islamophobe. C'est exactement comme ça que ça se passe en Algérie. C'est comme ça que ça se passe au Maroc. C'est comme ça que ça se passe en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'il faut dire un truc. Je ne vais pas entendre des histoires, non, mais nous en France, on est... Vous étiez, vous n'êtes plus. D'accord? Le problème, c'est que les lois françaises aujourd'hui, les lois françaises, sont des lois qui correspondent à une France qui n'existe plus. La France a beaucoup changé. C'est fini. Il y a une nouvelle réalité, il y a une nouvelle donne aujourd'hui. Nous sommes en 2018, nous ne sommes pas en 1905 ou en 1901. Les choses ont changé. Et quand il y a un changement, ben, il faut changer avec, il faut s'adapter. Sinon, on meurt. Et c'est ça ce qui va se passer en France. C'est qu'il faut absolument adopter les mêmes stratégies qu'adoptent les pays musulmans face à l'islam. C'est-à-dire contrôler ce culte de manière très stricte pour justement éviter quoi? Parce que ce culte est composé de quoi? Il est composé d'une partie, on va dire, spirituelle, d'une partie religieuse, si vous voulez, qui dans le cadre du sunnisme frère musulman, c'est littéralement un string, c'est littéralement une ultra fine couche, juste jetée sur une doctrine politique. D'accord? C'est une doctrine politique. Okay? C'est un projet de société parallèle. C'est pour ça qu'il est subversif. C'est une société parallèle, littéralement. Projet politique couvert d'un fin, comme ça, d'une petite lingerie de spiritualité, 2-3 interdits alimentaires pour faire religion. Mais le fond, le cœur de la chose, c'est un projet politique. Dont le but est d'établir un califat sur ta terre. Hein, aussi simple que cela. Donc, l'idée aujourd'hui, je pense, c'est que, vu que la France a dit nous sommes démocratie, nous sommes je ne sais plus quoi, ok, il faut trouver le moyen aujourd'hui, il faut aller au bout de l'idée, trouver le moyen, d'autoriser la pratique du culte religieux, mais sans céder un iota sur l'interdiction de toute la partie société parallèle, politique, projet civilisationnel qui va avec. C'est ce que font les pays arabes. C'est la seule manière. En fait, je vais même vous dire un truc paradoxal. Ça, c'est vraiment je vais peut-être finir sur ça. C'est vraiment le paradoxe de la France. C'est que la pratique de l'islam est plus libre en France que dans les pays islamiques. C'est assez dingue. On dit que les pays islamiques créent des restrictions à la pratique, à la liberté religieuse et tout, mais en fait, on pense souvent au christianisme, on pense au judaïsme, on pense aux autres religions, mais en réalité, non, ces pratiques touchent aussi l'islam. Et en fait, en réalité, ces pratiques ont été créées à la base pour l'islam, pour pouvoir gérer le contre-projet islamique, aussi simple que cela. Voilà mes amis, je vous laisse, merci d'avoir été là jusqu'à cette minute-là. Et puis je reviens une autre fois.